8h12 sur Sud Radio, l'invité ce matin, Bruno Retailleau, sénateur de Vendée et président du groupe Les Républicains au Sénat. Bonjour Bruno Retailleau. Bonjour Benjamin Glaise. Merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Emmanuel Macron qui doit prendre la parole cette semaine après son silence du 14 juillet. La reconstruction après les émeutes. Quelles mesures pour éviter qu'elles ne se reproduisent? Encore le budget pour 2024 en baisse, nous dit le gouvernement. On va revenir sur l'ensemble de ces sujets. Mais d'abord, Elisabeth Borne, reconduite par Emmanuel Macron à Matignon. C'est mérité selon vous? Écoutez, c'est une femme de gauche, mais c'est une femme qui est à la fois travailleuse et courageuse. Mais je trouve que la méthode d'Emmanuel Macron à utiliser pour la maintenir est assez cruelle. C'est-à-dire que d'abord, on a appris hier matin, simplement par la nomination de son nouveau directeur de cabinet, qu'elle serait sans doute maintenue. Voilà. Ensuite, ça a été un off à des rédactions. Ensuite, il utilise le terme maintenu. Maintenir, vous regardez dans le dictionnaire, la définition c'est conserver, c'est laisser durer. Donc il n'y a pas un acte pour l'instant solennel, comme si c'était à la sauvette, comme si en réalité c'était un choix contraint, qui nous rappelle le choix initial d'Elisabeth Borne, puisque vous vous souvenez qu'elle avait été mise en concurrence en quelque sorte avec Catherine Vautrin, et qu'un certain nombre de chapeaux à plumes de la Macronie avaient insisté pour que cette fois-ci l'aile gauche soit représentée, et ça avait été là encore un choix en demi-teinte. Donc je trouve que s'il avait voulu, vous voyez, délégitimer par avance sa première ministre, en tout cas l'affaiblir, il ne s'y serait pas pris autrement. Mais c'est peut-être une façon aussi de dire, bah voilà, on a évacué le sujet est clair en tout cas là-dessus, avant que je ne prenne la parole ensuite sur d'autres sujets. C'est surtout, à mon avis, une façon de réaffirmer qu'Emmanuel Macron, c'est Jupiter et qu'il est le seul à bord et que lui seul règne en maître sur la totalité du périmètre de l'exécutif. Donc un choix par défaut. Elisabeth Borne, est-ce que vous auriez préféré quelqu'un d'autre justement à Matignon, vous-même? Peu importe. Un Gérald Darmanin, par exemple, Roche, peut-être, voilà, un ancien LR. Je suis en train de vous dire que, en réalité, cette affaire de casting, on le verra aussi pour le remaniement, c'est parce qu'il compte. Les Français attendent des vraies réponses, des solutions, et on voit bien d'ailleurs que le seul maître à bord, une fois de plus, c'est Emmanuel Macron. Justement, Emmanuel Macron, je le disais, qui devrait prendre la parole dans la semaine pour clore les 100 jours d'apaisement après la réforme des retraites. Quel bilan vous tirez justement de vous-même de ces 100 jours? Tout ça pour ça. Le 17 avril, lorsqu'il fait sa déclaration, lorsqu'il fait allusion aux 100 jours, il les qualifie de trois façons. 1, 100 jours d'apaisement, d'unité et aussi d'ambition. Franchement, l'apaisement, ça a été le soulèvement, ça a été l'embrassement. On ne peut pas dire qu'Emmanuel Macron soit responsable, ou le gouvernement, de ces émeutes. Non, bien sûr, d'un drame. Mais c'est lui qui a défini, personne ne le forçait à définir une période de 100 jours. À quoi ça correspond 100 jours? On sait à quoi ça correspond historiquement. D'ailleurs, ça se termine mal. Donc, 100 jours d'unité. On voit bien qu'il y a une partie des quartiers qui vivent une forme de sécession, certainement pas d'unité dans la communauté nationale française, et enfin d'ambition. Quelle est l'ambition ? On en est toujours là. Où est le cap? Et depuis le début de ce quinquennat, il y a comme un problème. Comme si la boussole avait été cassée. Comme si Emmanuel Macron lui-même cherchait son cap. C'est un quinquennat qui est mal né parce qu'il n'y a pas eu de vraie campagne, donc de vrai mandat, si j'ose dire, très clair. Et on voit bien qu'il n'a même pas fait campagne sur les législatives. Et du coup, il en a récolté une simple majorité relative et non pas absolue. Vous pensez qu'il n'en est pas capable, justement, de donner un cap à l'occasion de ce discours qu'il devrait prononcer cette semaine? Je pense qu'il en est capable, et je pense qu'il est même capable de faire d'excellents discours. Tout le problème d'Emmanuel Macron, ce sont les résultats. Y a-t-il des résultats en matière de santé? On voit bien que, regardez la situation des urgences aujourd'hui, jamais l'hôpital n'a été autant menacé d'effondrement. En matière de sécurité, là encore, on voit bien qu'il y a un problème, et notamment, on en parlera peut-être sur les émeutes, la faiblesse de la sanction, de la réponse pénale. Regardez sur l'école. Et tout cela, vous l'imputez finalement à Emmanuel Macron, puisque c'est pas le seul. Les racines, il y a eu du laisser-faire même avant. Les racines de ces difficultés, de ces dysfonctionnements viennent de plus loin. Mais attendez, ça fait son deuxième quinquennat. Il a sa responsabilité. D'autant plus qu'il avait une ambition, c'était de tout révolutionner. Il avait écrit un livre dont le titre était Révolution. Il voulait tout transformer. Or, encore une fois, sur tous ces éléments-là, les principaux grands services publics, les grandes missions de l'État, ce sera un échec. Pour l'instant, les résultats ne sont pas au rendez-vous.
Du concret sur les dépenses publiques, c'est un sujet qui compte pour vous. Bruno Retailleau, dans une interview accordée aux Échos, Gabriel Attal promet que le budget de 2024 sera en baisse par rapport à celui de cette année. Une première depuis près de 10 ans, selon le ministre des Comptes publics. C'est de nature à vous rassurer, ça? Non, on est toujours dans un budget de la facilité, puisqu'on va avoir un peu plus de 4 milliards d'économies seulement. Mais ces 4 milliards d'économies... 4,2 milliards. 4,2 ouais. d'économies, en réalité, sont obtenus, non pas parce que les ministères se serrent la ceinture, la plupart des ministères, d'ailleurs, leur budget augmente ou reste stable. Mais ces 4,2 milliards... Pour le ministère de l'Intérieur, notamment, ces 4,2 milliards sont simplement obtenus parce que derrière, on arrête des dépenses exceptionnelles. On arrête, par exemple, les 14 milliards de boucliers vis-à-vis notamment de l'électricité, du gaz, etc. On arrête les 2 milliards vis-à-vis des collectivités de filets de sécurité. On arrête aussi des mesures post-Covid de plan de relance. C'est près de 20 milliards. Donc vous voyez qu'on arrête des dépenses exceptionnelles pour 20 milliards. Et tout ça, au bout du compte, ça ne produit que 4 petits milliards d'euros d'économie. Donc on voit bien qu'on n'a pas du tout un budget exceptionnel, un budget qui tourne le dos à l'addiction de la dépense publique. Au contraire, malheureusement, on est un des pays d'Europe qui fait le moins d'efforts. L'Italie, le Portugal, la Grèce, etc. font beaucoup plus d'efforts et seront en dessous des 3% de déficit budgétaire en 2024, en 2025. Et la France sera le dernier pays de l'Europe à obtenir ce résultat, si on l'obtient. C'est-à-dire que là, on est dans un simple exercice de communication pour vous? On est dans un exercice de communication, mais on a plus de 3 milliards d'euros de dette, les taux d'intérêt sont en train de s'envoler et on est en train de danser sur un volcan. Mais la Première ministre elle-même, il y a quelques mois, avait eu cette phrase en disant qu'un scénario pour la France, un scénario à la grecque n'était pas à rejeter d'un revers de main. Tout dépendra des réformes. Et aujourd'hui, tout va dans l'homéopathie. Donc là, on a les grandes lignes de ce budget 2024, mais en gros, ce que vous nous dites, c'est un budget comme ça, vous ne le votez pas, quoi. Il n'est pas question de le voter en l'état actuel des choses. Mais c'est pas ce qui est le plus grave. Moi, je pense à la France. C'est la souveraineté de la France. C'est l'indépendance de la France. La France est en train d'être déclassée. C'est d'ailleurs ce qui désespère les Français. Ils le sentent parce qu'il y a un appauvrissement. Et aujourd'hui, la dépense publique ne produit plus de richesse nationale. Au contraire, cet excès de dépenses publiques est en train d'appauvrir les Français et appauvrir la France. Mais vous parliez de la hausse de certains budgets, certains ministères, notamment celui de l'Intérieur. Les Français demandent plus de sécurité. C'est difficile aussi. Il y a l'importance de mettre les moyens. Benjamin Glaise, la France n'a pas besoin de dépenses publiques supplémentaires. La preuve, on est champion du monde, toutes catégories. Et pourtant, les grands services publics, les grandes missions régaliennes de l'État vont mal. La France n'a pas besoin de dépenses publiques, elle a besoin de réformes. Vous me citez par exemple la sécurité. Le problème, c'est pas plus de gendarmes, plus de policiers. Le problème, c'est une sanction pénale. Que l'on change de politique pénale et qu'on s'aligne sur un certain nombre de pays européens qui privilégient la sanction. Vous savez, le taux d'incarcération en France, il est de 100 pour 100 000 habitants. En Europe, la moyenne, c'est 30% de plus. C'est 130. Donc on a un souci, c'est une forme d'impunité. Et 5% des infractions sont en réalité la conséquence de multirécidivistes. 5% des multirécidivistes sont à l'origine de 50% des infractions. Il faut que ces gens-là soient à l'ombre. Voyez. On va revenir sur cette question-là, notamment en lien avec la sécurité. On va parler aussi des émeutes. D'abord sur ce projet de loi d'urgence qui arrive au Sénat aujourd'hui, avant de passer à jeudi à l'Assemblée, qui doit permettre de faciliter, d'accélérer la reconstruction. C'est un texte que vous avez prévu de voter en l'état, qui est à la hauteur, oui, non ? Écoutez, c'est un tout petit texte. C'est un petit texte, rapidement pour vos auditeurs, qui va permettre de réduire les délais pour la commande publique, pour les marchés publics, qui va permettre en matière d'urbanisme de réduire aussi des délais, de rembourser de la TVA à les communes plus rapidement. Mais c'est tout. Et ce que je veux dire, ce qui est incroyable, c'est qu'on commence par un texte de reconstruction, et vous savez, les Français en ont marre, les Français honnêtes, pour la grande part d'entre eux, en ont marre de passer à la caisse pour des gens qui cassent tout dans leur propre quartier. Ce qu'il va falloir reconstruire, c'est pas seulement ce qu'on a détruit, ce qu'on a brûlé, mais ce qu'on a déconstruit pendant des années, par exemple l'autorité, la question aussi de l'immigration et de l'assimilation. Mais ce qui est incroyable, ce que je n'arrive pas d'ailleurs à imaginer, c'est qu'Emmanuel Macron ait laissé passer ce texte-là sans le mettre en perspective, comme si la seule réponse après cette crise violente qu'ont été les émeutes, c'était simplement des problèmes
technocratique de réduction de délais en matière d'urbanisme, en matière de marché public. C'est stupéfiant. Certes, il faut reconstruire les écoles, il faut reconstruire les commissariats, mais il eût fallu que ce projet de petit texte soit remis en perspective dans un ensemble avec quelles sont les causes, un diagnostic plus large pour que on puisse avoir là encore une boussole. Alors justement, par rapport à ces causes, quelles mesures concrètes, principales, vous proposez à ce niveau-là? Moi, je pense qu'il faut faire d'abord le bon diagnostic. Et le bon diagnostic, c'est deux choses, fondamentalement. C'est une autorité qui a été totalement sapée depuis des décennies. Il ne faut pas s'étonner qu'on ait l'anarchie, qu'on ait la chienlit, quand toutes les hiérarchies ont été déconstruites. La hiérarchie entre, par exemple, le citoyen et le policier, entre le maître et l'élève, entre le jeune et puis l'adulte. On a consciemment, pendant des décennies, détruit cette notion d'autorité. Et comment on l'a rétabli, cette autorité? Et puis, deuxième origine, c'est l'assimilation, l'immigration. Jérôme Fourquet, dans un hebdomadaire d'il y a quelques jours, faisait ce constat. La carte des émeutes correspond à la carte de l'immigration. Donc il faut apporter des réponses à moyen et court terme. La réponse, évidemment, en matière d'immigration, c'est un texte qui soit un texte dur. Tous les pays européens, au moment où je vous parle, sont en train de durcir, y compris les socialistes du Danemark, les sociaux-démocrates du Danemark. Et nous, on a un texte qui, pour le moment, est entre deux eaux, tout simplement parce que ce texte-là comporte un article, l'article 3, qui voudrait recréer une nouvelle pompe aspirante en régularisant les clandestins sur les métiers en tension. Ça n'est pas possible, puisque on a par ailleurs en France, de tous les pays européens, les pompes aspirantes les plus fortes sur le regroupement familial, sur les soins gratuits, sur la naturalisation, ou encore sur le droit d'asile. Ça n'est pas possible. Donc il faut, tarir les flux d'immigration, remettre en fonction, en marche, si j'ose dire, la machine assimilée. Pour ça, il faut croire en nous. On a présenté la France comme un anti-modèle, comme un contre-exemple. On a voué la France à une pénitence perpétuelle. Il ne faut pas s'étonner que ces jeunes des quartiers ne trouvent plus dans le projet collectif de quoi aimer quelque chose, puisqu'on a présenté la France comme détestable et peu aimable. Et puis, en matière d'autorité, il y a le chantier de l'école. C'est pas Papendiaï, d'ailleurs, entre nous, qui est en mesure de le relever. Et puis, il y a la réponse pénale. La réponse pénale, très concrètement, on a une réponse pénale aujourd'hui totalement inadaptée aux mineurs. Vous savez que la moyenne de ceux qui ont été interpellés, etc., arrêtés, c'est 17 ans. Eh bien, il faut revoir la justice des mineurs avec des comparutions immédiates. C'est très difficile pour un mineur de le faire comparaître immédiatement. Et puis des courtes peines de prison. Pas n'importe quelle prison, des prisons qui sont adaptées. Mais on sait, avec Maurice Berger, grand pédopsychiatre, qui était au contact de ces jeunes très violents pendant des années, que si on ne les enferme pas un court moment au moins, ils ne parviennent pas à réaliser le contenu et surtout les conséquences très graves parfois de leurs actes. Donc il faut revoir la majorité pénale des mineurs, selon vous, ça c'est très clair. 16 ans, bien sûr. 16 ans. Attendez, vous ne pouvez pas dire on va sans doute abaisser à 17 ans l'âge où les jeunes vont pouvoir passer le permis de conduire, et on sait bien qu'une voiture, ça peut être un outil très dangereux, et en même temps pas en tirer les conséquences en matière de majorité pénale. Sur cette question aussi des émeutes, vous avez dit à un moment, voilà quoi, sur les allocations familiales, il faut se poser la question, est-ce que les parents trinquent ou pas aussi sur cette question-là? On sait que Marine Le Pen, par ailleurs, elle propose le principe de casseur-payeur. Est-ce que vous rejoignez sur ce sujet-là, d'une certaine manière? Le principe de pilleur-pollueur, je suis désolé, mais on l'a énoncé il y a bien des années. Une loi a été passée, notamment en matière d'assiduité, pour priver les familles qui sont défaillantes, justement, d'allocations familiales. Parce qu'une allocation familiale, vous l'avez, c'est un droit, mais il y a aussi un devoir. Pourquoi il y avait des enfants, vous vous rendez compte, le plus jeune avait 10 ans, et le retrouver au petit matin caillassant des policiers, et on va dire que la famille n'est pas responsable. Bien sûr que si, elle est responsable. Par conséquent, il faut aussi, qu'il y ait la privation d'allocation familiale, et que deux, il y ait une forme de responsabilisation, y compris pénale. Il y a un article qui est très peu utilisé aujourd'hui dans le code pénal, qui est l'article 227-17, qui permet d'attraire des familles qui sont défaillantes, et aussi de leur faire porter le poids de cette responsabilité. Maurice Berger, que je citais tout à l'heure, disait que ces jeunes qui sont totalement désociabilisés, si j'ose dire, ou qui sont dans des clans, la façon de les atteindre aussi, c'est de responsabiliser leur famille. Parce que ça, ils n'aiment pas du tout. Et là, ils commencent
à imaginer les conséquences de leurs actes. Emmanuel Macron envisage également, lui, de sanctionner financièrement ces familles. Ça va donc dans votre sens. C'est une prise de position que vous saluez, là ? Attendez, c'est une prise de position. Mais nous avons tenté au Sénat de rétablir justement la privation des allocations familiales dans certains cas. La majorité et l'exécutif nous l'a toujours refusé. Donc c'est toujours pareil, je vous le disais tout à l'heure. Il peut faire de bons discours, il peut faire de bons constats. Le problème, c'est que entre le discours et les actes, il y a un abîme, c'est l'abîme de l'en même temps. Parce que le en même temps, on ne peut pas dire blanc le matin, noir le soir. La vie politique, vous voyez, c'est la conséquence de ces paroles, de ces actes. Il faut être cohérent, il faut être constant. Parce qu'en même temps, le gouvernement, en l'occurrence, propose bien de réfléchir à des stages de parentalité obligatoires. Ça veut dire qu'on marche d'un côté entre sanctions, accompagnement. C'est pas clair à ce niveau-là ? Bien sûr, c'est jamais clair. Donc, on va lui donner le bénéfice du doute. On va essayer d'attendre la parole présidentielle. Mais très franchement, ce qui est absolument incroyable, c'est que il aura fallu près d'1 mois avant, entre le tout début des insurrections, en tout cas des émeutes, et la prise de parole présidentielle, alors que cet embrasement était un tournant. Et qu'il faut faire le diagnostic, dire qu'est-ce qui s'est passé, quelles sont les causes pour avoir les bons remèdes. Certes, les bons remèdes, il y a des remèdes urgents, des remèdes de moyen terme, de long terme, mais l'autorité, l'assimilation, l'immigration, c'est fondamental parce que malheureusement, il y a une partie de la France qui est en train d'entrer dans une forme de sécession. Il y a une haine anti-française, une haine de notre civilisation et regardez les symboles de la République qui ont été attaqués, les commissariats de police, bien sûr aussi les mairies, là encore les écoles. Et à Nanterre, vous vous rendez compte que un monument dédié à la résistance, dédié aussi à la déportation, a été tagué. Qu'est-ce que ça signifie ? Le message est clair. Pour vous, il y a un sens en tout cas là-dessus. Dans l'actualité également, j'aimerais qu'on en parle, Bruno Retailleau, Jean-Luc Mélenchon qui s'en prend au président du CRIF, qui l'assimile en l'occurrence à l'extrême droite. Ça vous fait réagir ? Bien sûr, c'est lamentable. C'est absolument lamentable. Il n'est pas à son premier coup d'essai. Et je reprends d'ailleurs les mots de la Première ministre. Elle a eu raison pour indiquer, je l'avais dit d'ailleurs avant elle, qu'il avait quitté le champ républicain. On avait vu d'ailleurs LFI manifester en novembre 2019 avec cette manifestation contre l'islamophobie, qui était d'ailleurs organisée par une organisation qui depuis a été interdite, le CCIF. On les a vus manifester aussi auprès de zadistes dans des manifestations interdites avec les charpes tricolores, ceintes sur l'épaule. Non, M. Mélenchon est en train de délégitimer les institutions de la République. Il dit que la République, c'est une mauvaise République. Il légitime la loi en légitimant la désobéissance civile. Par conséquent, et bien sûr, légitime la police, puisqu'il ne fait pas le procès d'un policier. Il fait le procès de la police. Tout ça sape le fondement républicain. C'est une stratégie insurrectionnelle, une stratégie qui assume le désordre. Je rappelle qu'il n'a jamais appelé au calme, jamais voulu condamner très clairement des violences. Un mot pour conclure très rapide sur les annonces en termes de sécurité routière de la part de la Première ministre et de Gérald Darmanin hier. Homicide involontaire requalifié en homicide routier, suspension automatique du permis en cas de conduite sous stupéfiants. Là, ça va dans le bon sens ? Certainement, vous savez que dans les accidents mortels, les fauteurs justement de ces accidents, les responsables, 1/5, c'est-à-dire 20%, sont sous l'emprise de stupéfiants. Les stupéfiants sont interdits, donc je pense que là encore, suspendre pendant 1 an, 8 points, etc., ça va dans le bon sens. Pour le reste, le délit, l'homicide routier qui va prendre la place de l'homicide involontaire, c'est très cosmétique puisque les peines encourues ne changent pas. Ce que je voudrais simplement, voyez, c'est que cette fermeté que le gouvernement appelle vis-à-vis de la délinquance routière, on l'est vis-à-vis des autres délinquances qui causent tant de mal aux Français, tant de mal à leurs biens, mais aussi avec les atteintes physiques qui sont, parce que la délinquance est de plus en plus violente, qui sont malheureusement monnaie courante. Je citais tout à l'heure Jérôme Fourquet, dans le même article, il disait qu'en réalité, ces violences urbaines, elles sont permanentes. Elles sont permanentes. Elles constituent un bruit de fond de notre société. Et on laisse aller. Et on ne traite pas, on n'investit pas ces quartiers. On les laisse abandonnés aux narcotrafiquants, à l'islamisme le plus radical. Donc je pense que là encore, j'ose espérer que le constat du président de la République... fermeté. Bien Effectivement. Sûr. Il faut de la fermeté, bien sûr. C'est insupportable. J'ai rencontré il y a quelques jours des familles de victimes, notamment qui ont eu des enfants morts
parce qu'il y a eu des chauffards, etc. Bien sûr, ils sont marqués à jamais, et je les comprends tout à fait. Et il faut durcir justement le régime vis-à-vis de ces fauteurs, de ces chauffards. Mais durcissons aussi les sanctions. C'est là le problème de la sécurité en France. Ça ne vient pas ni de la police ni de la gendarmerie. C'est pas un problème de moyens. C'est un problème de politique pénale. C'est un problème de fermeté. La sanction. Bruno Retailleau, sénateur de Vendée, président du groupe LR au Sénat. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Bonne journée. Merci à vous.